La mer des Caraïbes s'étend à perte de vue, paisible et trompeuse. Mais sous cette surface apparemment calme, une tempête diplomatique s'apprête à éclater. À l'horizon, un colosse d'acier de plus de 300 000 tonnes fend les vagues. Son nom, le Bella 1, un pétrolier gigantesque chargé jusqu'à la gueule de pétrole brut, quitte lentement les eaux tropicales. Son apparence rouillée et sa silhouette lourde ne laissent rien présager d'extraordinaire, et pourtant, derrière ce voyage, se cache une opération d'une portée mondiale. Ce navire, officiellement enregistré sous pavillon inconnu, transporte bien plus qu'un simple chargement. Il transporte l'ombre des finances d'un empire. Les services de renseignement américains le savent. Ce n'est pas un pétrolier comme les autres. C'est la caisse noire d'une guerre. À bord, l'ambiance est lourde. Le capitaine russe, au visage marqué par les années de mer, garde un silence tendu. Les ordres venus de Moscou sont clairs. Atteindre coûte que coûte les côtes européennes, livrer le pétrole et disparaître. Le Bella 1 n'a pas le droit à l'erreur. Ce qu'il transporte pourrait relancer une économie de guerre en difficulté. Pourtant, un détail échappe à l'équipage. Depuis plusieurs jours déjà, une silhouette américaine rôde dans les parages. À des dizaines de milles nautiques derrière lui, le garde-côte américain Bertholf a reçu un ordre classé secret. Intercepter le Bella 1 avant qu'il n'atteigne son port de destination. Le message est simple, mais sa portée est immense. Si le navire russe est saisi, c'est tout un pan de la machine financière de Moscou qui s'effondre. Si les Américains échouent, c'est une victoire symbolique pour le Kremlin. Les ingénieurs du Bertholf se tiennent prêts. L'océan, agité par des rafales de vent, est devenu le théâtre silencieux d'une traque sans merci. Les écrans du poste de commandement s'illuminent d'un vert pâle. Sur les radars, un point apparaît, disparaît, puis revient. Les opérateurs savent qu'il s'agit du Bella 1. Pourtant, une chose les intrigue. Son signal d'identification, censé être permanent, s'est éteint. Le pétrolier a disparu des cartes civiles, comme s'il s'était volatilisé. Les marins américains échangent un regard entendu. Le jeu vient de commencer. Pendant ce temps, à bord du Bella 1, l'équipage savoure un court instant de satisfaction. Ils ont coupé le transpondeur AIS, convaincus que l'absence de signal les rendra invisibles. Ils ignorent que cette manœuvre, typique des navires cherchant à échapper aux sanctions internationales, ne trompe plus personne. Car le ciel, lui, ne dort jamais. À plusieurs milliers de mètres d'altitude, un avion de surveillance américain, le P-8 Poséidon, balaie la mer à l'aide d'un radar capable de percer les nuages et les tempêtes. Le Bella 1, immense, bruyant et lent, est visible comme un phare au milieu de la nuit. Ce que les Russes croient être une fuite est en réalité une exposition totale. Mais du côté américain, la prudence domine. Intercepter un navire de cette taille n'est pas seulement une question de vitesse ou de puissance, c'est avant tout une affaire de droit international. Les États-Unis doivent prouver que le Bella 1 n'a pas de pavillon légal, qu'il s'agit d'un navire fantôme opérant en dehors des lois. Sans cette preuve, toute tentative de saisie pourrait être considérée comme un acte d'agression. Le Bertholf avance donc prudemment, se rapprochant lentement à distance d'observation. À bord, les marins savent que le moindre geste précipité pourrait déclencher une crise diplomatique d'ampleur mondiale. Les jours passent, la tension monte. Le Bella 1 tente d'échapper à sa traque, change de cap plusieurs fois, espérant semer son poursuivant. Mais la technologie américaine est infaillible. Grâce à des réseaux d'écoute sous-marins hérités de la guerre froide et modernisés par l'intelligence artificielle, chaque mouvement du pétrolier est détecté, enregistré, analysé. Les océans, que Moscou pensait vastes et impénétrables, se sont transformés en une gigantesque toile d'araignée électronique. Le Bella 1 est pris au piège, même s'il l'ignore encore. Et pendant que l'océan se referme lentement sur ce colosse d'acier, un silence de plomb s'installe sur la passerelle du Bertholf. Le commandant observe l'horizon, les mains crispées sur la rambarde. Le moment approche, il le sent. La chasse ne fait que commencer, mais déjà, le moindre souffle, la moindre vague semble annoncer un tournant. Restez avec nous, car ce qui va suivre dépasse tout ce que vous imaginez. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un navire en fuite, c'est le récit d'un duel invisible entre deux puissances prêtes à tout pour ne pas cligner des yeux. Si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous, car la suite va vous surprendre. Alors que la traque s'intensifie, les vents du nord se lèvent et la mer devient un champ de bataille liquide. Le Bella 1
continue de dériver vers l'Atlantique, espérant rejoindre les eaux internationales avant que la garde côtière américaine ne puisse intervenir. Mais ce que les Russes ne savent pas, c'est que leur adversaire a déjà plusieurs coups d'avance. Depuis Washington, un centre de commandement suit chaque mouvement du pétrolier à travers des images satellites à haute résolution. Ces clichés, obtenus grâce à une constellation d'engins capables de percer les nuages et les tempêtes, révèlent un monstre d'acier fendant les vagues à une vitesse dérisoire. Les experts militaires américains ont compris que ce n'était plus une simple affaire de contrebande, mais une opération stratégique majeure destinée à contourner les sanctions internationales sur le pétrole russe. Dans le silence du centre de contrôle du Bertholf, les opérateurs analysent les signaux recueillis par un réseau de capteurs sous-marins. Chaque vibration, chaque pulsation mécanique du Bella 1 est enregistrée. Un navire de cette taille produit un son unique, une sorte d'empreinte acoustique impossible à imiter. À partir de cette signature sonore, l'intelligence artificielle du système américain a reconstitué la trajectoire exacte du pétrolier, anticipant même ses changements de cap. Le commandant du Bertholf sait désormais que le Bella 1 tente de longer la limite du Gulf Stream, utilisant la différence de température de l'eau pour brouiller la détection acoustique. Mais cette ruse ne trompe personne. Les ordinateurs du navire américain, alimentés par des bases de données colossales, savent interpréter ces signaux mieux que n'importe quel œil humain. Pendant ce temps, sur la passerelle du Bella 1, la tension atteint un point de rupture. L'équipage est épuisé. 12 jours en mer, sans repos, sous les ordres d'un commandant obsédé par la mission. Les moteurs, âgés de plus de 2 décennies, sont poussés au-delà de leurs limites. L'odeur d'huile brûlée s'infiltre dans chaque couloir. Le capitaine sait que son navire est lent, bien trop lent pour échapper à son poursuivant, mais il refuse de céder. Il croit encore pouvoir atteindre les eaux neutres de l'Atlantique Nord et disparaître dans le brouillard. Pourtant, les messages radio interceptés par les Américains montrent une réalité différente. Moscou s'inquiète. Au Kremlin, les conseillers militaires se demandent si cette manœuvre n'était pas une erreur. Envoyer un pétrolier aussi identifiable, aussi lourd, avec un équipage civil, dans une zone sous surveillance constante de l'OTAN, c'est exposer toute une opération à un désastre diplomatique. Le Bertholf, lui, avance lentement mais sûrement. Son radar principal, capable de détecter des cibles à plus de 300 km, ne lâche pas le navire russe d'un pouce. Des avions de reconnaissance tournent au-dessus de la zone, traçant un cercle invisible autour du Bella 1. À chaque instant, le navire américain reçoit des images précises, le pont, les conteneurs, même les mouvements des marins à bord. L'un d'eux a été vu repeignant à la hâte une section du flanc du navire. Quelques heures plus tard, les caméras infrarouges confirment ce que tout le monde craignait, une tentative de maquillage du pavillon. Le Bella 1, ancien navire enregistré aux Émirats arabes unis, arbore désormais un drapeau russe peint à la main. Les lignes sont tremblées, les couleurs imprécises. C'est une improvisation désespérée. Le Kremlin tente de reprendre la main. Un communiqué discret est transmis via les canaux diplomatiques. Tout navire battant pavillon russe est sous la protection de la Fédération de Russie. À Washington, la phrase résonne comme une menace voilée. Si les Américains interviennent, Moscou pourra dénoncer une agression directe. Pourtant, les preuves s'accumulent. Les services juridiques du Pentagone rassemblent un dossier. Photos satellites, enregistrements sonar, transcription radio, tout ce qu'il faut pour prouver que le Bella 1 a navigué sans pavillon officiel pendant plusieurs jours. Aux yeux du droit international, cela en fait un navire sans nationalité. Et selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tout navire fantôme peut être arraisonné. Le 30 décembre, le Bertholf s'approche à moins d'1 kilomètre. Sur la mer déchaînée, les deux colosses se font face. À bord du pétrolier, les marins paniquent. Certains veulent se rendre, d'autres parlent d'appeler Moscou pour demander des renforts. Mais l'ordre est clair, ne pas céder. C'est alors qu'à l'horizon apparaît une silhouette sombre. Un navire de guerre russe, une corvette du projet 20380, s'avance dans la tempête. Sa présence change tout. L'opération d'interception américaine devient soudain un jeu d'équilibre diplomatique. Le Bertholf ne peut plus agir librement. Le moindre abordage pourrait être interprété comme une provocation militaire. Pourtant, le commandant américain garde son sang-froid. Il sait qu'il n'a pas besoin de tirer, il suffit d'attendre.
Les systèmes électroniques de la corvette russe se mettent en marche. Un nuage de brouillage envahit la zone. Les radars américains se couvrent de parasites. Les signaux disparaissent. Pendant plusieurs minutes, le Bella 1 semble s'évanouir. Mais sous la surface, le piège reste actif. Les drones sous-marins américains, lâchés plusieurs jours auparavant, continuent de capter le moindre son. Ils entendent les moteurs du pétrolier halter, les hélices battre l'eau à un rythme irrégulier. Les machines enregistrent tout, en silence. Pendant que la Russie pense aveugler ses adversaires, l'Amérique écoute, calmement. Puis, dans le vacarme du vent, un grondement plus grave se fait entendre. Le Bella 1 commence à perdre de la vitesse. Son moteur principal, forcé au maximum depuis des jours, montre des signes de faiblesse. Sur le Bertholf, les techniciens observent les émissions thermiques du navire ennemi. Les capteurs infrarouges montrent une chaleur excessive, un point rouge brillant à l'arrière du navire. Quelque chose cède. Quelques minutes plus tard, une épaisse fumée noire s'élève du flanc du Bella 1. Le moteur vient de lâcher. Le colosse, privé de propulsion, dérive lentement. Sur la passerelle américaine, un silence tombe. Le commandant sait que la victoire ne réside pas dans la confrontation, mais dans la patience. Le Bella 1 s'est détruit lui-même. Dans le ciel, les avions de reconnaissance filment la scène. À Washington, ces images deviennent immédiatement une pièce maîtresse du dossier. Le Kremlin ne peut plus nier. Le monde entier voit un pétrolier russe en panne, perdu dans les eaux glacées, incapable d'avancer. La tension monte d'un cran lorsque la corvette russe tente de s'interposer entre le Bertholf et le pétrolier en détresse. Mais il est déjà trop tard. Les communications entre Moscou et la corvette révèlent la panique. Impossible de remorquer le Bella 1 sans violer les zones sous contrôle international. Et aucun port européen n'acceptera d'accueillir un navire sous sanction. Le commandant du Bertholf observe la scène à travers les jumelles. Le Bella 1 dérive lentement vers le nord, emporté par les courants. À bord, les marins russes tentent désespérément de redémarrer les moteurs, mais le froid, la fatigue et la peur les paralysent. Dans la salle des machines, les températures chutent, les conduites gèlent, les hommes tremblent. Le géant d'acier, jadis symbole de puissance, devient peu à peu une épave. L'opération touche à sa fin, mais le message envoyé au monde est clair. Sans un seul tir, sans un seul abordage, les États-Unis viennent de démontrer qu'ils peuvent étouffer un réseau pétrolier clandestin entier en utilisant seulement la technologie, la loi et la patience. Le Bella 1, devenu symbole de la fuite impossible, restera gravé dans les mémoires, comme la preuve que même les géants d'acier ne peuvent échapper à la surveillance du XXIe siècle. Restez bien jusqu'à la fin, car ce n'est que le début de ce qui deviendra un séisme géopolitique. Ce que le monde découvrira dans les jours suivants dépassera tout ce que la Russie espérait cacher. Abonnez-vous, car la suite va vous révéler comment ce fiasco s'est transformé en une crise diplomatique mondiale. Dans les jours qui suivent, la mer du Nord devient le cimetière silencieux du Bella 1, désormais rebaptisé Marinara, dans un ultime geste désespéré du Kremlin. L'immense pétrolier gît au milieu des flots glacés, immobile, sans moteur, privé de toute assistance. Son pont est couvert d'une fine couche de glace. Les marins, frigorifiés, s'abritent dans les cabines sans chauffage. L'atmosphère est irréelle. Là où régnait autrefois le tumulte des machines et la discipline militaire, ne subsiste plus que le froid et le silence. Les communications radio sont sporadiques. Moscou a ordonné à la corvette d'escorte de ne pas approcher davantage, de peur d'attirer de nouveau les satellites de surveillance occidentaux. Le Bella 1, ou ce qu'il en reste, est abandonné à son sort. Les États-Unis, eux, observent. Le Bertholf garde ses distances, suivant la dérive du navire à travers les images satellites. Les analystes du Pentagone reçoivent les rapports. Les moteurs du Bella 1 sont définitivement hors service. La coque a subi des fissures mineures, mais l'intégrité du chargement reste intacte. 2 millions de barils de pétrole, inutilisables, dérivant lentement vers le nord. Le symbole est écrasant. Ce n'est plus un affrontement naval, c'est une métaphore géopolitique. L'empire pétrolier de Moscou, jadis source de richesse et d'influence, dérive désormais sans direction, figé dans les eaux glacées de l'Atlantique. À Moscou, la réaction est amère. Les chaînes d'État tentent de minimiser l'incident, parlant d'un problème technique mineur. Mais les images circulent déjà sur les réseaux sociaux. Des satellites commerciaux, opérés par des entreprises européennes et japonaises, publient des clichés du Marinara immobile, fumant encore légèrement.
Les experts énergétiques à Bruxelles, à Washington et à Londres n'en reviennent pas. C'est la première fois qu'un navire du réseau clandestin russe, connu sous le nom de flotte fantôme, est neutralisé sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Cette flotte, composée de vieux pétroliers naviguant sous de faux pavillons pour contourner les sanctions, représente des milliards de dollars pour le Kremlin. La perte du Bella 1 n'est pas seulement financière, elle est symbolique. Les diplomates russes tentent d'agir vite. Ils envoient des notes à l'ONU accusant les États-Unis de harcèlement maritime. Mais la réponse américaine est implacable. Le Bella 1 naviguait sans pavillon, sans identification et transportait du pétrole sanctionné. Le dossier est solide, appuyé par des preuves techniques et des enregistrements irréfutables. À New York, le Conseil de sécurité s'empare du sujet. Les débats sont houleux, mais personne ne peut nier la réalité. La Russie a été prise la main dans le sac. Les alliés européens, jusque-là prudents, saisissent l'occasion. L'Union européenne annonce un renforcement de la surveillance maritime dans l'Atlantique et la Méditerranée. L'Espagne, la Grèce et le Danemark proposent d'accueillir des équipes conjointes de la garde côtière américaine pour coordonner les interceptions. L'Allemagne et la France, de leur côté, appellent à un renforcement du mécanisme de sanctions sur le transport maritime russe. En quelques jours, la capture invisible du Bella 1 devient le pivot d'une nouvelle doctrine. La guerre économique sur les mers. Mais au-delà de la diplomatie, une autre guerre se joue, plus silencieuse encore. Les analystes du renseignement découvrent que le Bella 1 servait de couverture à un réseau complexe de sociétés écrans enregistrées à Dubaï, à Chypre et à Hong Kong. Des flux financiers relient ces entités à plusieurs banques contrôlées par des proches du pouvoir russe. Le navire n'était pas qu'un transporteur de pétrole, il était une banque flottante, un moyen de blanchir l'argent issu des exportations illégales. L'effondrement de cette opération expose des noms jusque-là restés dans l'ombre. À Washington, des sanctions personnelles sont émises contre des oligarques déjà fragilisés par la guerre en Ukraine. Le choc est brutal. Plusieurs fortunes s'effondrent en quelques jours. Sur le plan militaire, l'échec du Bella 1 marque un tournant. La Russie comprend que la technologie occidentale, fondée sur la surveillance par satellite et l'intelligence artificielle, a rendu la clandestinité en mer presque impossible. Les amiraux russes, furieux, convoquent des réunions d'urgence à Sévromorsk et à Saint-Pétersbourg. Certains plaident pour renforcer la protection militaire des navires, d'autres estiment qu'il faut suspendre temporairement les expéditions clandestines. Mais le mal est fait. La peur s'est installée. Chaque capitaine de la flotte fantôme sait désormais que même dans la brume la plus épaisse, il est observé. Pendant ce temps, le Bertholf met le cap vers l'ouest. Sa mission est terminée. Aucun abordage n'a eu lieu, aucun missile n'a été tiré, et pourtant, la victoire est totale. À bord, les marins ressentent le poids de l'histoire. Ils savent qu'ils viennent d'assister à l'un des épisodes les plus marquants de la guerre de l'information moderne, celle où l'intelligence, la patience et la technologie remplacent les armes. Le commandant du Bertholf, en observant pour la dernière fois le Bella 1 disparaître dans le brouillard, sait que cette opération sera étudiée pendant des années dans les académies militaires. Dans les rédactions du monde entier, les journalistes s'emparent du récit. Le New York Times, Le Monde, la BBC, Der Spiegel, tous consacrent des articles à cette traque maritime inédite. Les titres parlent d'une défaite invisible, d'un naufrage sans combat, d'un avertissement froid comme la mer. L'opinion publique, fascinée, découvre une nouvelle forme de puissance, celle qui n'a pas besoin de frapper pour gagner.